Area 51 est représenté par Emma et Sylvain Matisse, investigation océanographique et observation aquatique non identifiée. Voilà tout un programme pour les repas ufologiques d'Annecy et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation, Emma et Sylvain. C'est moi qui vous remercie. Merci et puis bienvenue. Et les repas ufologiques. Voilà, merci. Soyez bienvenus dans notre petite plateforme YouTube des ufologeeks, comme j'ai envie de dire, parce qu'on devient geek en ce moment. On est plus sur l'ordinateur qu'autre chose, mais on va bientôt retourner dans la vie active, donc ça va nous faire du bien. Voilà, donc on va profiter de cet après-midi pour enregistrer cette émission sur les OANI, parce que Sylvain Matisse, je vous rappelle, c'est le spécialiste des OANI. D'ailleurs, on a ses livres à disposition pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe sous la mer. Parce que les ovnis, on en voit beaucoup dans le ciel, on en entend parler, mais il y en a aussi autant sous la mer. Donc Sylvain va nous en parler. Et puis j'aimerais donner la parole à Emma qui va nous parler de son blog, Area 51, qui est très intéressant. C'est un blog qui donne beaucoup d'informations. Donc je vais te laisser nous le présenter, Emma. Parce que c'est vraiment un gros travail que tu fais pour nous. Merci Emma. Mon blog, je l'ai créé en 2008, donc ça fait plus de 12 ans que je suis sur la toile avec le sujet des ovnis. Au début, je mettais des textes pour moi, si tu veux, et j'allais beaucoup sur les sites américains, puis je traduisais, et ça me faisait une base de données personnelle, et puis un petit peu à la fois, les gens se sont mis à venir de plus en plus, et puis voilà, j'ai des millions de visiteurs, voilà, donc c'est super. Bah écoute, il y a des échanges avec les gens. Et puis, je reçois aussi pas mal de témoignages par voie de mail. D'accord. Et moi, je me charge de les redispatcher aux gens selon les régions, en fait, ou selon leur terrain d'études, en fait. Voilà. Parce que moi, je fais aussi partie d'une association de recherche ufologique dans le Nord. D'accord. Ah oui, tu peux nous en parler ? Alors, c'est pareil, j'ai rejoint cette association en 2008. Donc, à la base, c'était le GRU, le groupement d'études et de recherche ufologique. D'accord. Qui était à Roubaix, dans le Nord. Et puis, qui a évolué par la suite. Maintenant, c'est les rencontres ufologiques du Nord, qui sont gérées par Jean-Pierre Donte. D'accord. Voilà, donc on étudie tout ce qui est témoignage d'OVNI et tout ça, mais essentiellement dans le nord de la France. Voilà, vous êtes plutôt basé sur... Oui. Sur le nord. Et moi, si tu veux, mon blog, je reçois des gens de partout, en fait, qui m'écrivent. Donc quand j'ai des témoignages, moi alors, si c'est le nord, on se les garde, hein. Oui. Quand c'est sur la Belgique, j'envoie aux collègues belges, et puis quand c'est dans le sud, voilà, je dispatche. Voilà, donc c'est aussi un moyen pour les personnes qui suivent ton blog de s'exprimer, de poser des questions et aussi pouvoir éventuellement rejoindre d'autres chercheurs et essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est super, ça fait beaucoup de contacts avec les gens, hein. C'est très enrichissant. Voilà, c'est le but en fait. C'est super à ce niveau-là. Alors, on recherche des informations, et c'est pour ça que la devise de mon blog, j'avais mis la connaissance se partage ou se perd. Oui. Le but, c'est pas de découvrir des choses et puis de les garder pour soi. Le but, c'est de partager, faut que ça circule, hein, parce que les ovnis, c'est pas réservé. C'est pas, ça concerne tout le monde, en fait. Très peu de gens s'y intéressent, mais le but, c'est d'éveiller les autres, de prendre conscience que c'est un phénomène qui est vraiment réel, et de par les milliers de témoignages qu'on a dans le monde, le fait que l'armée s'y intéresse, le fait que le gouvernement s'y intéresse, c'est vraiment un fait de société, et il faut que tout le monde s'y intéresse, et comme ça, il y aura plus de demandes de la part du peuple. Et on risque d'obtenir plus de réponses si on met la pression. Donc, en fait, mon but à la base avec ce blog, c'était vraiment de faire prendre conscience, de partager
et puis également de recevoir de la part des gens, en fait. Voilà, c'est une plateforme de discussion et d'information, un peu comme les repas ufologiques. Nous aussi, on essaye de créer des espaces de dialogue de façon à ce que les personnes qui sont concernées plus ou moins directement par le phénomène, que ces personnes puissent s'exprimer et aussi rencontrer d'autres personnes qui auraient vécu les mêmes expériences. Et non seulement c'est enrichissant, mais c'est pour la recherche, ça permet aussi d'avoir plus de témoignages et de croiser les informations, de faire des statistiques et puis aussi de se dire que voilà, on peut pas fermer les yeux, il se passe des choses et il faut qu'on comprenne, quoi. On a besoin de savoir, nous. Hein. Bah oui, puis les gens n'osent pas parler dans leur famille. Hein. C'est l'entourage, que ce soit professionnel, familial, n'est pas toujours ouvert à ça. Donc c'est vrai que c'est bien ce que vous faites au niveau des repas ufologiques, de donner un terrain où on écoute pour ces gens-là, quoi. Voilà, c'est aussi le but, c'est de donner la parole. Bon, on n'a jamais la réponse à tout, mais au moins nous nous connaissons et l'idée, c'est de pouvoir, en fait, de donner des pistes aux gens, de leur dire bon, ben voilà, il y a telle ou telle personne qui peut vous renseigner. Vous pouvez appeler soit Emma, soit Sylvain, si c'est ou d'autres. Bon, c'est vrai que dans le livre de Sylvain, donc je remontre son livre parce que le premier, on le connaît bien, Ohani, OVNI, enquête, méthode, réflexion. Et celui dont on va parler aujourd'hui, c'est Ohani, complément d'investigation. Et là, justement, Sylvain donne des noms, enfin, on va pas donner des noms, mais je vois en annexe, il y a des interviews qui sont très intéressantes. On a Gilles Thomas. C'est très intéressant. Puis si je peux me permettre, ce qui est vachement intéressant dans ce livre-là, il a été préfacé par Nick Pope, qui a quand même travaillé au ministère de la Défense britannique. Oui. Et qui accrédite tout à fait les recherches de Sylvain. Ça... Oui, qui soutient votre travail et aussi une interview très très intéressante de Robert Salas à la fin. J'ai vu la participation de Gilles Thomas, la participation de Rémi Fauchereau, de Jean-Louis Lagneau, de Lumière dans la nuit, etc. Et j'en passe. Donc voilà, c'est une mine d'informations, comme toujours, très précise. Il est super intéressant, c'est pas parce que c'est le livre de Sylvain, mais franchement, il est super intéressant. Ah oui, en fait, moi, je m'en sers beaucoup, hein, je reviens régulièrement dessus, donc celui-ci, c'est le premier, hein, c'est le tome 1, donc les enquêtes, la méthode, les réflexions. Ensuite, donc le complément, c'est vrai que je l'ai chargé sous forme électronique. Il est bien parce que ça donne des réponses et des références aussi, des choses qui n'ont pas été développées dans le premier livre. On peut les développer. On a des réponses dans le deuxième livre, donc les deux sont très complémentaires et on s'en sert beaucoup en ufologie parce qu'on revient régulièrement pour rechercher des informations et pour avoir un peu plus, pour aller plus loin dans ce qu'on peut comprendre sur le sujet. Donc voilà, je vais donner la parole à Sylvain qui va nous expliquer un peu plus et on va aborder un sujet tout à fait précis aujourd'hui qui est la base OTEC. Donc Sylvain, qu'est-ce que c'est que cette fameuse base OTEC ? Alors cette base, elle a été initiée en 1959 d'après mes recherches. C'était à la demande du secrétaire de la Marine des États-Unis pour écarter toute menace. Alors là, l'image que tu montres, on a le logo, hein, USC, et on a l'entrée de la base au niveau terrestre. Voilà, alors où est-ce ça, ça c'est la base, comme toutes les bases militaires. Hein, donc comme c'est situé vers l'île d'Andros, hein, Otik est situé dans cette partie de la base de la Floride, hein, plus exactement. Et j'ai dit la base Californie, non, de la Floride. Et pas loin de Cuba, quoi. Et ça, c'est l'entrée principale au niveau terrestre. Voilà, donc là, cette base, elle est étroitement surveillée par divers agents de sécurité, on va dire, c'est-à-dire les Navy Seals pour la mer, quoi, les gardes-côtes et les commandos de marine, qui surveillent par hélicoptère cette zone, qui surveillent par avion, par bateau, et même par sous-marin, puisque les sous-marins ont la capacité de pouvoir entendre jusqu'à sur Terre. Hein. Voilà, donc on est dans le cadre d'une base américaine, c'est une base militaire. Pour moi, c'est la base 51 des mers. C'est la zone 51 des mers. En fait, très peu de gens sont au courant de son existence.
Et pourtant, elle est là depuis les années 1960. D'accord, elle existe déjà depuis longtemps. Donc là, je montre la carte. On voit Miami, la Floride. C'est pas Voilà, très donc exactement. Donc elle se situe justement donc dans cette zone. Hein. Elle est située vers l'île d'Andros. Alors l'île d'Andros, c'est un archipel des Bahamas qui est composé de 3 îles, qui s'appellent Andros Nord, Andros Sud, et puis Mangrove Cay. Et en fait, cette zone, c'est la 3e barrière de corail du monde. D'accord. Donc, en profondeur, ça peut aller jusqu'à 1800 mètres. Les profondeurs de l'eau. Et ça chevauche une partie du triangle des Bermudes. C'est ce qui est intéressant. Alors, on Ça, va c'est mettre pas- une carte un tout petit peu plus large. Donc, on peut situer l'île d'Andros sur cette carte. On voit que c'est Donc quand sur la même... droite, hein, ouais, sur la droite par rapport à la carte, ouais. Voilà, et là, on voit un peu plus grand. Donc, on a la Floride. Voilà. Ce sont des captures d'écran que j'ai faites, exactement. Voilà. Et, C'est et vraiment... ça nous permet de voir, ils appellent ça un peu la langue de l'océan, hein, d'ailleurs. C'est vrai que ça fait, voilà, bon. Et elle est située dans cette zone. Donc, je sais plus, C'est dans les j'avais Caraïbes. marqué des références sur... ouais, c'est 190 km de long, hein, 28 km de large. D'accord. Donc là, on se rend bien compte, c'est quand même dans une zone des Caraïbes assez sympa. Bon, il y a quand même des cyclones, hein, mais bon, le reste du temps, c'est un endroit assez paradisiaque, on a envie de dire. Ouais. C'est un endroit paradisiaque, mais surtout, si on se réfère aux Bermudes, on constate quelquefois, suivant les activités tectoniques des plaques, suivant l'activité météorologique et climatique, il y a des fois des dysfonctionnements électromagnétiques, entre autres, et cette base, elle est au milieu. Elle est située... Ça voilà. m'interpelle, quoi. Comment ça se fait qu'ils l'ont construite là? Exactement. Alors, est-ce que ce sont des choses qui se sont intéressées à ce secteur puisqu'il y a cette base militaire? Ou alors, est-ce que c'est cette base militaire qui s'est installée là? Bon, au niveau stratégique, déjà, hein, voilà. Au niveau stratégique, ça leur permet de contrôler une partie de l'Atlantique et une partie du Pacifique. Donc, c'est pas innocent non plus. Hein. Non. C'est un peu comme nous en France avec la Corse. Hein. La Corse, l'intérêt pour la France, lequel, c'est d'être un poste avancé de la Méditerranée, hein, entre le Maghreb et puis l'Europe, quoi, hein, l'Italie et la France, quoi. Donc voilà. Oui, et puis une partie sur la Grèce exactement pour la Corse. Donc optique, au niveau stratégique, ils savent quand même les Américains où ils ont mis cette base, quoi. Ils l'ont pas mise n'importe où. Mais alors, voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre d'adjacent, quoi, de plus profond, que cette base soit située ici, au regard des observations inexpliquées? Voilà, donc je rappelle juste que OTEX, ça veut dire, bon, en français, Centre de test et d'évaluation sous-marine. Ouais. Voilà. Undersea Test and Evaluation Center. Voilà. Voilà, c'est ce que veut dire OTEC. Alors, Emmanuel me reprend, hein, puisque c'est elle qui est anglophone. D'accord. Bon, bah, vous êtes vraiment très complémentaires tous les deux. Hein. Je vous remercie vraiment d'être là ensemble dans notre émission. Alors, je me trompe de diapo. Voilà, c'est celle-là. Donc, je vous remercie parce que c'est vrai qu'à vous deux, vous formez vraiment un couple très constructif, c'est-à-dire que les recherches sont effectuées par Sylvain. C'est vrai que la plupart de tout ce qui est difficile à aller chercher un peu par-ci, par-là. Je ne sais pas comment tu fais, Sylvain, mais tu as un don pour vraiment rassembler les informations et les synthétiser. Quant à Emma, c'est la traductrice, c'est elle qui va dans le milieu anglo-saxon pour nous chercher les informations. Et les contacts, la communication, c'est Emma. Le blog pour pouvoir faire une plateforme de communication, c'est vraiment l'idéal. Et ensemble, vous faites un travail extraordinaire. Ça vraiment, faut le souligner, c'est très, 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 très bien ce que vous faites. Merci et bravo. Nous faisons ce que nous pouvons. Hein. Nous n'allons pas prétendre. Hein. On ne va pas prétendre.
qu'on détient la vérité, parce que si ça avait été le cas, il y a d'autres personnes beaucoup plus pointues et qu'un autre aura que le nôtre. Avec nos pauvres moyens, nous faisons ce que nous pouvons. Et Emmanuel, le site d'Eoani, d'ailleurs, c'est pas mon site, hein. C'est notre site en commun, c'est elle qui a aménagé tout le fond. Hein. Au niveau informatique, Emmanuel, c'est vrai que c'est vraiment génial tout ce que tu fais. Tu as vraiment de bonnes idées, puis vraiment un côté artiste aussi. Hein. Et puis, elle nous a fait un joli site. Hein, c'est magnifique, hein, c'est vraiment bien présenté. Si tu veux, sur Area, j'avais déjà une rubrique OSNI. Les anglo-saxons disent USO. Oui, d'accord. C'est OSNI, OANI, je mélangeais un peu les deux termes. Et c'est vrai que je m'intéressais beaucoup côté américain. Tu avais des lacs, le lac Erie, enfin d'autres. Il se passe plein de choses là-bas aux États-Unis. Et bon, mais c'était noyé dans les ovnis, quoi. Tu sais, bon, j'avais ma rubrique là-dessus, puis c'était noyé dans les ovnis. Et avec Sylvain, on s'est bien trouvé en fait au niveau de l'ufologie. Et puis lui s'intéressait beaucoup aussi à tout ça. Il se disait, il y a des ovnis qui plongent dans l'eau, qui en sortent. Il dit, est-ce que c'est les mêmes ou est-ce que ça serait un petit peu particulier? Enfin, on s'interrogeait beaucoup tous les deux là-dessus. Et puis il me dit, on ferait pas un site en commun tous les deux? Parce qu'il dit, moi j'ai UFO et Science, toi t'as Area 51. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un site tous les deux? Et à l'époque, on n'était pas encore ensemble, hein, on était juste amis en fait. Et on s'était même pas encore vu physiquement, tu vois. Vraiment. Oui, c'était le début d'une chouette collaboration. Ouais, c'était un très très bon pote, quoi, en fait. Et du coup, il dit, on ferait pas un site ensemble et tout. Je fais, ah ouais, ça serait génial, c'est une bonne idée, tout ça. Et puis, on a décidé de faire ça. C'était peut-être en 2011 par là. Et puis, je vais faire des courses, tu sais, supermarché, et je tombe sur un magazine Nexus. Et dedans, je feuillette. C'était l'époque où Jean-Gabriel Gray sortait son livre sur les documents interdits. Et puis là, il y avait un document de la SGDN, en fait, qui était un peu controversé, on ne sait pas trop. Et bon, il y avait ce document, et dessus, je lis le terme... L'article de Jean-Gabriel Gray ne parlait pas spécialement des OANI, hein, mais il y avait le mot OANI sur ce document de la SGDN. Je dis, ah ben ça, si c'est pas une synchronicité. C'était. J'achète le pour rentrer à la maison, je t'appelle Sylvain, je fais allô, tu ne devineras jamais sur quoi je viens de tomber. Alors, lui, il était au travail ce jour-là. Et il me dit, écoute, il faut il dit, c'est un signe, il faut qu'on le fasse, allez. Et du coup, c'est comme ça qu'on a démarré le site, on a fait cet après-midi-là, et puis... Et c'était parti. C'était le début de l'aventure. Ouais, ça se fait toujours un peu comme ça, sur des drôles de situations, synchronicité et autres. Ça vaut la peine de les observer, parce qu'il se passe un tas de choses comme ça. Et plus on s'y intéresse, et plus on trouve qu'effectivement, il y a quelque chose avec l'eau, avec les océans et tout ça. Hein. Voilà, donc vous êtes parti dans les océans et maintenant vous y êtes toujours, et bien immergé d'ailleurs, et merci de nous en faire profiter, parce que c'est passionnant ce qui se passe, et de plus en plus on en parle, parce que là en ce moment avec les dossiers déclassifiés, on a beaucoup de témoignages, et alors là on voit ce qui s'est passé... du côté de la côte ouest, les îles Catalina, le Nimitz et les témoignages des pilotes qui voient des choses sous l'eau. Et ça bouillonne sous la mer, les objets plongent, retournent d'où ils sont venus, on ne sait pas comment, et c'est complètement mystérieux. Voilà, donc on a vraiment envie d'en savoir plus. Ce que j'ai envie de faire, c'est... Oui, pardon Sylvain, c'est juste montrer une carte... un petit peu de l'ensemble pour montrer les îles Catalina en fait. Si tu veux, je peux la commenter cette carte en gros. Oui. Que je t'ai envoyée. Alors, si on prend la partie droite, il y a les repères rouges. Oui. Ok, on voit la Floride, on voit Otek, et plus loin, on voit Cuba. Hein, on est dans la mer des Caraïbes, on voit Cuba, Porto Rico. Oui. Et là, c'est une pouponnière à OVNI pour partir à OANI, si on veut rester dans le niveau map. D'accord. Et si on fait une transversale, ça nous ramène côté gauche de la carte et on tombe sur la base Californie. Et en base Californie, on a Ensenada, on a Guadalupe, du côté du mexicain, et on a San Diego.
Et Guadeloupe est vraiment aussi un endroit où il y a énormément d'observations. Exactement. Oui, oui. En Guadeloupe, ça a la particularité d'être un nid à requins blancs. Oui, exactement. Les requins blancs, ils ont, pour se repérer, ils se repèrent par le son, bien évidemment, et ils ont ce qu'ils appellent des ampoules de Lorenzini. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est-à-dire ils se guident par l'électromagnétisme. Et à Guadeloupe, il y a un passage où il y a beaucoup d'observations inexpliquées. Oui. Là où les requins vont, quoi. Donc, oui, les animaux savent. Oui, ça donne une première interprétation. Et puis, alors quand on regarde le nombre de kilomètres, alors je reprends mes documents parce qu'en tête, Guadeloupe, j'ai relevé, hein, j'ai fait une mesure. Ouais, c'est 3366 km de Otek. Alors 3366 km, c'est énorme, hein, tu es d'accord avec moi, Isabelle? Oui, bah oui, c'est à l'autre côté. C'est énorme en bateau et en voiture. Maintenant, si tu vas en avion, ça devient un peu plus abordable, mais si tu vas en avion supersonique autour de Mach 2, par exemple avec un avion de chasse, eh bien là, tu es rapidement en 1 heure à la louche, grand maximum. Mais si tu vas en OVNI, où justement, tu parlais de la type du dossier déclassifié du Pentagone, oui. Ils ont détecté sous l'eau un engin qui naviguait à 70 nœuds, à 129 km/h. Donc le sous-marin qui a réussi, qui a une performance mondiale, c'est le K-162, c'est un sous-marin russe, et lui il va à la vitesse de 83 km/h, c'est-à-dire 44,7 nœuds. Mais si on prend l'espace aérien, on parle d'engins qui a la Mach 15, plus de Mach 15, autour de 19 000 km/h, c'est-à-dire entre Otek, alors là tu vas voir où c'est que je vais en venir, et la baie de San Diego, tu y es dans le quart d'heure. Donc ça signifie... On n'est pas dans la même cour. Non, mais tu vois ce que j'essaie de faire. Tout est relatif. Il part d'une zone, il va dans une autre qui est vachement loin. Oui, c'est loin, effectivement. Mais après, il faut être proportionnel par rapport à la méthode pour y aller. Voilà, tout dépend. Si tu vas en OVNI, on dit c'est entre Mach 10 et Mach 20, ben c'est insignifiant. La durée du trajet elle va se faire entre 10 et 20 minutes. Suivant la météo, à la limite, voilà. Oui, c'est clair. Et là, des deux côtés, du côté de la Basse-Californie, du côté du Mexique, du côté de la Floride, du côté de Cuba, c'est une pouponnière à OVNI. Et de Kingdom à Oani. Observation aquatique non identifiée. Alors pourquoi observation? Parce que tout n'est pas objet. Hein. Les lueurs, ça peut être sismique, ça peut être, je suis très prudent, et ça peut être aussi des phénomènes qui soient peut-être métaphysiques aussi, on ne sait pas. Mais après, il y a les objets. Hein. Le Nimitz, le tic-tac, c'était bel et bien un objet qui était décrit. Oui. Cet objet a été évalué à Mach 10 à peu près lors des fortes accélérations. Alors vous comprenez bien qu'à partir de ce moment-là, il peut très bien se balader à Otik, et entre Otik et voire même de l'autre côté de l'océan Atlantique, ça ne lui pose aucun problème. Oui, c'est vrai que dans ces cas-là, on a des véhicules qui sont quand même assez performants. Donc pour en revenir à cette fameuse base, donc elle a donc elle est à moitié sur le sol, à moitié dans l'eau. Il y a une partie, une partie qui est confinée dans l'eau, et il y a une partie qui est au niveau terrestre. Et en fait, cette base, pour moi, c'est un véritable complexe. Donc alors, là, on la voit. C'est un centre de test et d'évaluation. Il y a des hangars, bien évidemment, en surface. Il y a des hangars. Pour entreposer les armes, les véhicules, bien évidemment. Il y a un héliport. Voilà, donc là, je le montre. Voilà. Quoi. On voit la piste, on voit une piste d'atterrissage avec le H, donc c'est des pistes pour atterrissage d'hélicoptères, et il y a certainement des stocks d'armement, etc., et peut-être des ateliers pour la maintenance, bien évidemment, tout ce qui peut faire fonctionner une enceinte, hein, oui. Peut-être même un hôpital, hein, et puis on ne sait pas tout, hein, ce qu'il y a à l'intérieur, et puis après il y a la partie sous l'eau, et là la partie sous l'eau, ce sont des capteurs sous-marins, c'est équipé de sonars, ils en profitent pour faire des évaluations sur les personnels également, pour les valider.
Ils en profitent pour faire des évaluations sur la communication, sur la détection, sur l'armement des navires, l'armement des sous-marins, les mines anti-sous-marines, etc. On peut imaginer la somme d'activités qu'il peut y avoir dans cette enceinte, qui est avant tout une enceinte, je rappelle, militaire. Oui. Et qui dit laboratoire, on peut très bien imaginer qu'il peut y avoir des manipulations génétiques. Là maintenant, j'extrapole, puisque là, je ne suis pas dans le secret des ducs. Les seules informations que nous avons, c'est l'acoustique, la détection, la communication, le traçage, l'armement, et puis tout ce qui permet de rassembler des informations en temps réel et en temps record. Et ça fonctionne également avec des systèmes de satellites. D'accord, donc c'est surtout de la surveillance sous-marine. C'est de la surveillance sous-marine, oui. Et après, on va être dans des spéculations. Est-ce qu'il n'y a que de la surveillance? Si on parle d'électromagnétisme, on ne peut pas s'empêcher de penser à HAARP. HAARP, tu sais, HAARP. Oui, donc qui est installé en Alaska. On sait Oui. qu'il y a des antennes en Alaska et il y en a dans cette zone de l'Atlantique. Alors, est-ce que Otech bénéficie du système HAARP Pourquoi pas? pour faire des dérèglements climatiques, pour faire des dérèglements magnétiques, ou tout simplement pour les enregistrer il ne faut pas ça. Ça peut être une arme redoutable, l'électromagnétisme, au même titre que les micro-ondes et compagnie. Hein. Ah oui, donc ils sont aussi là-dessus. Et les personnes qui travaillent dans cette zone, dans cette base sous-marine, est-ce qu'elles sont testées? Est-ce qu'elles ont un entraînement comme à la NASA ou comme pour aller dans l'espace? Est-ce qu'on doit s'entraîner pour aller sous l'eau? Alors oui, de toute façon, ne va pas sous l'eau qui veut. Hein. Bon, déjà, les gens qui sont experts en plongée sous-marine, ils vous le diront, que ce soit des scientifiques ou même des gens qui en font le loisir. Hein. Moi, par exemple, je ne pourrais pas faire de plongée sous-marine. Parce que j'ai eu de l'asthme et puis mes tempes, je reste ce qu'ils appellent la maladie du caisson, quoi. C'est-à-dire, mes tympans, ils pourraient exploser à une certaine profondeur lors de la pression puis de la décompression, lors des paliers quand ils descendent. Alors déjà, au niveau médical, c'est un peu comme l'espace. Ce sont des gens déjà triés sur le volet. D'accord. Voilà. Après, Otech, il faut voir que c'est une base militaire. Donc, ça ne suffit pas d'être apte médicalement. Il faut être apte aussi, il faut avoir des aptitudes technologiques, techniques. Il faut avoir des aptitudes scolaires, j'ai envie de dire. Oui, scientifiques. Voilà, il faut avoir. Voire scientifique, voire d'ingénierie. Voilà, quoi. Parce que dedans, quels sont les vaisseaux qui sont testés? Il y a de l'armement qui est testé. Est-ce que dedans, il y a des torpilles hypervéloces, par exemple? Les fameuses torpilles hydromagnétodynamiques, MHD. La MHD, mais c'est avéré. On peut tout supposer. Hein, c'est une supposition, parce qu'on ne sait pas, en fait. C'est une supposition. Hein, voilà, si la MHD est utilisée, est-ce qu'elle est étudiée réellement, ou est-ce qu'ils ont laissé tomber cette technique? On n'en sait rien. Oui, puis il y a le système de cavitation que les Chinois se vantent de tester. C'est encore un autre système avec une bulle de gaz, justement pour annihiler les forces sous-marines contre les courants marins. Il y a des spécialistes qui disent que les systèmes à hélice, on est limité à 500 km/h sous l'eau. Alors lorsqu'on rentre dans des Mach sous l'eau, ça sous-entend un autre système, quoi. Bon, moi, je suis pas ingénieur pour rentrer dans les détails précis, mais les gens comprendront et feront les recherches nécessaires pour savoir qu'il y a bien des tests qui sont faits. Alors, Otech, très très surveillé. Quand on regarde la superficie quand même de cette enceinte, au niveau terrestre, après sous mer, sous l'eau, ils sont pas installés là que pour la surveillance et pour faire de l'élevage de poissons. Hein. Non, je pense pas. Elle descend jusqu'à... Alors attends, je sais plus si tu nous as dit, cette base, elle s'étend sur combien de kilomètres sous la mer? Alors, elle représente 98 km de long. 98 km. Et à quelle profondeur? Et alors, les profondeurs varient, hein. Le pic de profondeur est évalué à 1800 mètres. Donc on est pratiquement aux abysses, pratiquement à 2000. Mais la base descend aussi profondément?
Eh ben, ça, c'est ce qui reste à définir, puisque je On n'en ne suis sait pas rien. allé. Ah ouais, c'est ça, c'est qu'on est, on est un Non, mais peu voilà. en questionnement parce que voilà, on voit l'entrée, mais on ne sait pas où ça va en fait parce que c'est caché. Hein, vraiment, c'est Ça peut aller vachement loin, hein, ah bah, dans l'histoire. c'est complètement Et qu'est-ce hallucinant. que je voulais dire, notamment, je vais donner une information. Les sous-marins. Les sous-marins, ils sont faits pour aller à pas plus bien loin que 500 à 600 mètres. Et généralement, ils sont faits plutôt pour être autour de 200 mètres. Hein. 200 à 300 mètres, c'est déjà assez profond. Pourquoi? Parce que les sous-marins sont faits pour l'écoute sous-marine et marine. Donc marine, c'est-à-dire les bateaux, hein, voilà. Mais également sur terre. Par exemple, si tu envoies un commando sur le littoral, ils peuvent être entendus par les sous-marins. Donc, pour un sous-marin, il n'y a pas d'intérêt d'être dans les hautes profondeurs. Ça, je tiens à le signaler. Hein. D'accord. C'est des profondeurs autour d'une centaine de mètres. Ça peut aller jusqu'à 300 mètres. Et ceux qui descendent à 500, 600 mètres, c'est déjà beaucoup. Vu ce que nous demandons à ce genre de vaisseau. Hein, ça n'a aucun intérêt pour un sous-marin d'aller au-delà de 600 mètres. Alors, descendre à 1800 mètres, est-ce que Optique a des choses qui descendent à 1800 mètres? Dans ce cas-là, la question reviendrait à dire pourquoi faire? Est-ce que ce ne serait pas pour justement ces anomalies, on va parler d'anomalies, hein, concernant ces choses qui sortent de la flotte? Ça, je ne sais pas. Hein, je vais être clair là-dessus. Ça laisse pas mal de questions encore. Hein. Tu sais, comme la zone 51. Hein. Oui, c'est ça, c'est qu'on n'est pas tellement informé. On a une vue d'ensemble, hein. Test d'évaluation, acoustique, sonore, radar, thermique, tout ce que tu veux, météorologique également. C'est à la fois un complexe de laboratoire de recherche, mais aussi d'activités militaires. Ça c'est avéré, ça nous le savons. Mais pour avoir les tenants et les aboutissants. Oui, non, là, ça, on le saura jamais. C'est un peu comme bon. Non, mais voilà, parce que je veux dire, si tu fais partie de cela, c'est que tu fais partie du personnel qui est dans la base. Et là, tu as interdiction de parler. On en revient toujours à la même chose. Hein. Voilà, non, mais c'est intéressant de savoir que cette base existe, qu'elle est là. Hein. Tous les pays ont besoin de protéger les 4 points cardinaux du pays, nord, sud, est, ouest. Il faut des engins très très performants, donc il faut des bases qui abritent les personnels, puis les outils, les instruments. Et alors, par exemple, c'est vrai pour le littoral atlantique, on va se pencher en France sur l'Orient, pas loin de l'Orient en tout cas, et puis surtout du côté de Brest, d'où je vais saluer quelqu'un, Thierry Larquet, puis c'est dans mon livre, il y a un dossier complet sur le Foch, et Thierry Larquet, franchement, je te remercie 1000 fois, parce que c'est vraiment l'ufologue prêt pour moi, pour avoir des informations au niveau océanique. Voilà. Nous avons pas mal conversé et il a dit oui, il n'y a pas de problème, je veux bien que tu parles du dossier du Foch. Eh ben, je fais, tu sais quoi? Si tu veux, c'est toi qui en parles. Et je préfère. Parce que tout compte fait, après tout, c'est ton travail, déjà. Et puis, qui de mieux que la personne qui a fait le travail? On que parle plutôt de moi qui vais rapporter. Ou je peux des fois mal interpréter. Tu vois ce que je veux dire? Et Thierry, je te remercie 1000 fois pour avoir accepté d'être dans l'ouvrage, parce que pour moi, c'est l'une des pièces additionnelles essentielles du livre. Et en fait, tu sais quoi? L'ironie du sort, le livre 1, je m'étais dit, il fait 400 pages à la bonne, j'ai tout dit. Ouais, mais non. Non. Parce que quand en conférence, quand tu vas dans le salon, les gens disent, et les bases sous-marines? Alors tu dis, oui, j'en ai parlé un petit peu. Là, tu te dis, ben oui, dans le livre 1, j'en ai parlé un petit peu, mais j'ai pas approfondi. Ah! Et puis après, il y a un truc qui m'est venu à la tête. Je me suis dit, c'est énorme. J'ose parler de l'élément aquatique. J'aurais dû commencer par l'eau. Qu'est-ce que c'est l'eau? J'aurais dû faire, au moins, en parler, au moins, dans le premier livre. Je ne l'ai pas fait, parce que c'est tellement évident. Donc, j'ai corrigé. Donc, en fait, le deuxième livre, il s'est fait, parce que, finalement, les imperfections du premier, hein, oh, ce ne sont pas des imperfections, c'est juste que voilà, on ne peut pas tout dire. Voilà, il faut encore approfondir. On ne peut pas toujours tout aborder en même temps. Il faisait déjà 400 pages le premier, alors il ne pouvait pas tout mettre dedans. Hein. Voilà, sinon ça décourage le lecteur, il se dit oh là, on ne va pas s'en sortir. Mais voilà, non, c'est bien, parce que d'un autre côté, c'est comme un... Moi, j'ai envie de dire, c'est comme un manuel scolaire, mais c'est pas un manuel scolaire. Voilà, c'est un document dont on se sert pour travailler.
Disons oui, disons que les gens peuvent s'en servir un peu comme un dictionnaire. Tout à fait, comme base de données, comme... Parce que c'est vrai que ça ne se lit pas comme un roman. Alors, celui qui est passionné, il se lit, hein, il peut se lire de A à Z. Hein, tu commences à la page 1, tu finis à la page 300 trucs, voilà. Mais quelqu'un que je veux dire, qui se dit, oh, c'est technique, machin, ben, par contre, il aura une référence, il entend parler dans un reportage d'une chose, tiens, il me semble que j'ai vu ça dans le livre de Matisse, mais ça m'a pas trop intéressé, je vais aller voir. Et bien là, il pourra dire, ah ben, c'est là, en a parlé, ou il l'a développé, ou il l'a pas développé, etc. Donc c'est là-dessus que ça peut être intéressant, quoi. Oui, et puis surtout, à la fin, je trouve que tu parles des lanceurs d'alerte. C'est bien d'en parler parce que ce sont des gens qui passent quand même, bon, parfois, qui sacrifient de leur liberté pour pouvoir... Oui. Voilà, on en a deux, là, par exemple, qui sont cités à la fin du livre. C'est assez édifiant. Bon, ils sont connus, mais voilà, ça vaut le coup de voir un peu ce qu'ils ont fait. Hein. J'ai parlé de Edward Snowden. Et justement, lorsque l'on parle que nous sommes tous sous surveillance, nous lui devons à lui de savoir que rien que le fait d'avoir un iPhone dans la main ou un PC, on est déjà capté en fait. Ouais. Et ça, on le doit à Snowden, parce que Snowden a travaillé à la NSA, à la CIA, et lui, il a eu un cas de conscience, puis il s'est dit, c'est quand même pas normal. Et on apprend, entre autres, que l'une des bases de la CIA se trouve en Californie, près du littoral. Et voilà. C'est juste pour surveiller l'autre côté de l'Atlantique, entendre. En fait, les États-Unis, ils ont des oreilles partout, jusqu'à la zone de Pine Gap en Australie. D'accord. Oui, plus tel... Oui. Donc, si tu veux, les États-Unis, ils ont un quadrillage mondial. Une zone par-ci, un truc par-là. Alors pour l'Australie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un contrat. Ils ont donné de l'argent à l'Australie, puis ils ont dit, Pine Gap nous appartient. Les Australiens, ils ont dit, n'oubliez jamais que vous êtes sur territoire australien. Et nous voulons quand même avoir un droit de regard. Les États-Unis, ils ont dit, d'accord, vous avez un droit de regard. Mais les activités que nous y menons nous appartiennent. Et là, il y a des fois, en ce moment, il y a des grincements de dents entre l'Australie et les États-Unis qu'on n'entend pas parler. Oui. Par exemple, voilà. Parce que, au regard des Australiens, les États-Unis vont trop loin dans certaines activités. Et au regard des États-Nis, ils disent, attendez, avec l'argent qu'on leur a donné, et ça, ce sont nos affaires, ce ne sont pas les leurs. Oui, c'est clair. Au combien même, nous sommes sur leur territoire. Alors, tu vois, des fois, ça donne des accrochages au niveau des diplomatiques. On imagine ce que ça doit représenter. Tous ces intérêts sont quand même pas anodins. Ouais, une histoire de budget. Bon, après, c'est presque politique, tout ça. C'est politique, je pense, même à un certain niveau. Et tu parles aussi pas mal de l'Antarctique dans ton deuxième livre. Avant l'Antarctique, oui. il y a eu la fameuse expédition de l'amiral Byrd. Ok. Alors il s'est dit un peu tout et n'importe quoi. Alors certains beaucoup plus ufologiques, donc on ne sait pas trop la teneur, la véracité des faits. En tout cas, c'est une expédition qui a très très mal tourné. Et il avait dit une chose qui se vérifie maintenant. C'est le dernier continent exploré. Il va falloir le protéger parce que dans les années futures, il va être très très convoité. Voilà, c'est ce qu'on croit. Tapez exploitation commerciale et vous allez voir une liste de pays, Danemark, Chili, France, un peu tout le monde se revendique qui se positionne d'après un droit sur ce continent. Une chose qui est sûre, l'amiral Byrd là-dessus aura bien dit que ce serait très très convoité. Eh ben oui, mais c'est quelque part, c'est peut-être les dernières ressources de la planète. C'est aussi peut-être pour beaucoup, hein, au niveau climatique, bon, pour le réchauffement, notamment de la planète, c'est vraiment le baromètre, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des études scientifiques, ne serait-ce qu'au niveau climatologie déjà. Voilà. Alors il y a le côté exploration industrielle. Pétrole éventuellement pour les forages, etc. Et c'est ce que veut contester Donald Trump. Oui. On en parle beaucoup en ce moment. Le protocole de Madrid, qui était antérieur, qui était après, je veux dire, le traité d'Antarctique, qui a été défendu bec et ongles par le commandant Cousteau. Oui. Oui, parce qu'à la fin, le commandant Cousteau avait plutôt une démarche écologique et il disait, il faut vraiment, quand il a vu que la planète, déjà à son époque, ils avaient annoncé tout ça, les scientifiques à l'époque, hein, il fallait vraiment faire attention avec nos ressources, parce que la population humaine augmente
Et à partir de là, on grappille sur les territoires, on aura besoin de plus en plus d'énergie, de plus en plus de ressources, Ouais. et c'est les océans qui allaient en pâtir. Et si les océans en pâtissent, c'est le reste de la population terrestre. Ouais. Si le plancton il meurt, c'est la fin de la vie marine et sous-marine. Voilà. Et après, forcément, Et là- les oiseaux qui se nourrissent de poissons vont disparaître à leur tour. C'est toute la chaîne alimentaire qui va s'en suivre. Je fais court, hein, je sais pas si Oui, oui, non, mais on sait Et, très bien qu'on est en Rose- train de scier la branche sur laquelle on est assis. Exactement, voilà, exactement. Et nous, c'est vrai qu'avec Emmanuel, on a un petit peu ce côté. Moi, je suis pas un écologiste pur, mais on a quand même cette sensibilisation. Et je pense qu'on a un devoir aussi. C'est pas que les Zoani, c'est aussi le devoir de dire préservons les requins. 500 millions d'années, je pense que cette espèce mérite d'être sauvée. Ah oui. C'est l'une des plus anciennes. Alors c'est vrai que ça fait peur, un requin, etc. Et dernièrement, je sais pas si tu as vu, sur le groupe des Zoani, j'ai mis un documentaire de scientifiques qui sont allés plonger à côté des requins et ils n'ont pas été attaqués. Alors c'est vrai qu'il faut faire très attention. Et en fait, est-ce qu'il ne faut pas adapter justement les baigneurs, les plongeurs, en cas de rencontre avec un requin? Oui, Il y a faire des gestes qui peuvent être faits pour pas qu'il soit mangé, parce que lui, il perçoit des sons, et ce sont les sons qu'il interprète, et les vibrations. Donc il faut pas s'affoler. Bon, ça c'est les scientifiques qui peuvent former les gens et dire attention, dans une zone où il peut y avoir des requins, voilà l'attitude à adopter si Voilà. vous êtes confronté d'un d'entre eux. Surtout ce qu'il faut pas faire. De la pédagogie plutôt que de donner peur. Mais voilà, exactement. C'est de la Et tout de suite, pédagogie. Sort le harpon et puis voilà. Quoi. Voilà, oui, c'est le règne de la peur qui a pris le dessus. C'est dommage parce qu'en fait, ce sont des animaux comme les autres. C'est pas plus dangereux qu'un lion ou qu'un tigre. Hein. Voilà, les animaux, c'est les animaux. Surtout, oui, et surtout, ils participent à l'écosystème, ils nettoient, c'est un peu le nettoyeur des océans, on pourrait dire. Hein, voilà. Ben oui, chacun a son utilité, c'est clair. Et puis, je sais pas si je peux. Bon, on arrive bientôt à la fin de notre émission, mais je voudrais juste. Je sais que tu aimes le Japon. Emma et toi, vous êtes tous les deux passionnés du Japon. Et j'ai entendu que le gouvernement du Japon commence à se pencher sur un protocole en cas d'observation ou en cas de rencontre rapprochée. Oui. Vous avez entendu? Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez pu avoir peut-être parler de quelqu'un qu'elle a rencontré au Rune. Tu en parles, Emmanuel? Parce que là, elle nous tend la perche, Isabelle. Ah oui, il y a un témoin qui est venu au Rune. C'est un monsieur qui a été, qui a vu des ovnis depuis l'âge de 13-14 ans. Et puis, je sais pas trop si je peux en parler parce que il y a quelqu'un d'autre qui fait une étude sur lui. Et bon, toujours est-il que ça lui a ouvert sa conscience. Ces rencontres ovnis, ce phénomène qui s'est passé autour de lui a ouvert sa conscience. Et c'est aussi un passionné du Japon. Et il a d'ailleurs écrit un livre en japonais. Il a appris le japonais tout seul, en fait, depuis l'âge de 14 ans. D'accord. Et là, il a ressenti le besoin, on lui a dit d'écrire un livre sur son expérience. Et ça s'appelle Porte vers l'unité. Mais c'est écrit en japonais, hein, il est tout en japonais. Donc j'ai réussi, je lui ai acheté le bouquin pour Sylvain. Il n'est pas commercialisé en France. Et ce qui est intéressant au niveau du Japon, c'est que les gens ont accueilli son livre avec joie. C'était un besoin chez eux parce que c'est un des premiers à parler ouvertement de ce sujet-là, quoi. Donc, pour les autorités, tu m'avais dit que le Japon, c'était tabou, les ovnis. Alors que le peuple est ouvert, en fait. Et ça commence. C'est ouvert, par contre, les autorités un peu moins. Mais on dirait que là, le gouvernement du Japon commence un peu à s'intéresser et à commencer à faire justement de l'information pour que les gens sachent quoi faire en cas d'observation. J'avais mis sur Ariel la semaine dernière, je pense, l'article. Et en fait, oui, les Japonais, ils ont établi un protocole, en fait. Voilà, c'est ça. Quand les militaires établissent des protocoles, c'est bien qu'il y a quelque chose. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'on commence un peu à en parler. Donc petit à petit, on habitue les gens à se familiariser un peu avec le phénomène, ne pas en avoir peur, mais surtout en parler, voilà. Voilà. Et c'est vrai, Isabelle, qu'en parlant des lanceurs d'alerte, j'aurais pu citer Luis Elizondo. Oui, c'est parce que c'est lui qui révèle toute l'affaire de la type.
Et franchement, c'est grâce à ce genre de personnes. Et tu vois, maintenant, les médias officiels, 2 ans après, hein, c'était révélé en 2017, l'affaire du Nimitz, une affaire qui a eu lieu en 2004. Il a révélé cette affaire en 2017. Oui. Et maintenant, en France, les médias, la semaine dernière, le Nouvel Observateur, Le Point, Futura Science, les sites scientifiques, les sites mainstream, comme on dit. Oui, ça y est, maintenant c'est. Pour une fois, sans la dénier, et encore moins en rire. Et ça, je pense que là, c'est déjà une ouverture. Oui. Oui, justement, Luis Elizondo, aux États-Unis, c'est le principal enquêteur. Il a quitté le gouvernement, plus ou moins, pour pouvoir être plus libre, et pouvoir circuler, et pouvoir interroger les gens de façon plus libre. Et... Oui, c'est ce qu'il a dit, parce qu'au niveau militaire, étant tenu au secret, et puis bon, côté militaire que tu es en mission, tu peux pas, mettons, c'était sur un bateau, descendre du bateau pour aller interroger les gens, ça n'existe pas, c'est possible. Donc là, il avait une liberté en tant que civil qu'il n'avait pas en tant que militaire, en ayant néanmoins toujours cette chape de plomb du secret où il dit il y a des choses que je ne révélerai pas. Et tu as vu dernièrement les émissions, quand il interroge des personnes, il leur dit bien si ça frise la limite de ce que tu dois dire, on arrête. Oui, il s'est déplacé au Mexique, justement, sur cette fameuse île où il y a beaucoup d'observations, l'île Guadalupe. Il est allé là-bas, il n'a pas pu descendre de son bateau, mais il a pu interroger des gens depuis son bateau pour avoir quand même plus d'informations. Les témoignages, hein. Les témoignages. Pas moins de 11 phénomènes différents, indépendants. Voilà, il s'est intéressé vraiment, et puis il a interrogé un biologiste aussi qui s'intéresse aux requins blancs, justement pour savoir un peu plus sur la migration de ces animaux, pour faire des rapprochements. Enfin, c'est assez fantastique tout ce qui se passe. Bon, c'est très récent, mais c'est récemment arrivé en France, mais aux États-Unis, ça fait déjà un petit moment que c'est connu. Est-ce que nous voulions ajouter, donc on a parlé de la Basse-Californie, un petit peu de la Floride. Alors, la Basse-Californie, on pourrait y mettre le territoire californien. Si tu te rappelles, dans le premier livre, je fais mention de l'île de Santa Catalina. Santa Catalina, oui. Les Channel Islands, et entre autres d'un ufologue spécialiste qui s'appelle Preston Dennett. Et Preston Dennett, il a dit que lui, il enquête depuis les années, depuis 30 à 40 ans dessus, et que ces phénomènes modernes avaient eu lieu déjà dans les années 60, voire même avant, et qu'il avait fait mettre sous hypnose certains témoins, et les témoins avaient décrit qu'ils avaient été certainement pris directement sur le littoral californien, mais qui n'avaient pas été transportés dans l'espace pour ceux qui se prétendent avoir été enlevés. Parce qu'ils ne parlent pas de parois métalliques, ils parlent de parois de genre pierre. Donc, tu voudrais dire des galeries aménagées, des galeries souterraines sous l'eau. Et il dit, nous avons les engins qui ne peuvent pas aller dans ces galeries à des profondeurs parce qu'ils sont trop gros, ils passent pas, ou alors les courants marins les emportent, etc. C'est très très difficile dans le littoral californien d'aller dans certains endroits. Et lui, il suppose, là c'est Preston Dennett, il le suppose, que ce sont les pouponnières même à Oani, comme ça ils sont pas loin de la population de Los Angeles, qui est dense quand même en niveau population, et en fait en étant au nez à leur barbe. Donc il dit un peu comme un chasseur qui met une cache sur un arbre pour scruter les sangliers qui passent. En aucun cas ils les dérangent, les sangliers passent, ils ne les voient pas, à part si eux ils tirent sur le sanglier. Et là, ce serait, pour Preston Dennett, ce serait exactement une cache idéale pour des visiteurs, ou alors des êtres subaquatiques si c'est autre chose. Voilà, ça reste un c'est intéressant. C'est ce que je veux dire, c'est que la Californie, finalement, si on remonte le littoral, ça élargit encore les observations non identifiées. Alors bien évidemment, il y a des bases militaires en Californie, il n'y en a pas qu'une. Oui. Alors là, est-ce que ces bases militaires sont confrontées de temps en temps à cela? Je pense que oui. Hein, puisque justement, je parlais de Thierry Larquet en France, là justement, il disait que les sous-marins étaient confrontés à l'île Longue, hein, côté de Brest notamment, à des choses, et il n'y a pas que des drones. Oui, donc ce sont des phénomènes qui sont aussi
aussi fréquent aux États-Unis qu'en France et ailleurs, on n'en sait rien, mais voilà, petit à petit, on va finir par savoir un tas de choses parce que voilà, tu fais des recherches qui nous permettent de nous éclairer sur ce sujet. Disons qu'on a déjà un quadrillage. La On va Floride, remontrer la la- Californie, Voilà. les Caraïbes. Donc on voit bien la Floride, on voit bien aussi du côté de l'île Santa Catalina qui est tout en haut de la Californie. On a tout ce qui se passe aussi au niveau du Mexique. Donc voilà, les océans sont quand même très vastes. Comme Guadalupe. On parlait de Guadalupe tout à l'heure, donc un territoire du Mexique. Comme par hasard, l'endroit où il y a des phénomènes, il est surveillé par la marine mexicaine. Voilà. Et C'est très très surveillé. Ce sont des- C'est-à-dire que tu as des endroits, tu n'as pas le droit d'y mettre les pieds ou les palmes. Oui, ce sont des zones protégées. De toute façon, on peut pas y aller par endroits. Voilà, mais c'est ça. Et optique, effectivement, les Navy Seals situés dans le périmètre qu'ils estiment que tu ne dois pas pénétrer, ils vont te faire dégager. Hein. Oui, c'est clair. Ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, Ce sont des sensibles par excellence. c'est vrai que quand on voit, oui, voilà, quand on voit le territoire américain, quand on voit aussi l'étendue des océans, on se rend compte que voilà, et ça vaut la peine quand même de se pencher sur le sujet parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles sous l'eau et c'est l'endroit idéal pour y mettre des choses qu'on n'a pas envie de montrer aux autres. En gros. Oui, voilà. Alors après, effectivement, la nature de ces choses, mais bon, quand même, ça dépasse par rapport à nos connaissances les technologies les plus évoluées à l'heure actuelle. Oui, c'est clair. Alors on va dire que c'est d'un autre monde ou d'une autre époque, je sais pas, mais voilà. Effectivement, il y a vraiment des choses inexpliquées et qui sont pas de notre temps, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Alors qui, quoi, ça on ne sait pas, mais et ça reste intéressant, quoi. Hein. Voilà, ce sont des questions qui sont posées ici et voilà, donc pour tous les détails techniques et pour avoir vraiment une vue d'ensemble, voilà, je conseille vraiment aux personnes qui nous écoutent de regarder ce qui se passe dans les livres de Sylvain Matisse parce que vous allez apprendre des choses. N'hésitez pas à consulter Area 51, le blog d'Emma, qui vous donne un complément très très utile et surtout tout en images avec beaucoup d'informations, d'articles, de traductions et tout ce que vous pouvez souhaiter sur tous les sujets qui se rapportent de près ou de loin aux ovnis, aux OANI. Donc merci Emma de mettre tout ça en page. Merci Sylvain pour tes livres, pour toute ta contribution. Merci à tous les deux pour votre collaboration. Merci à toi de nous avoir donné la parole. Voilà, à refaire. Je te remercie Isabelle, je remercie les repas ufologiques, parce que Chantal Duverne, qui tient... Moi je trouve que les dames dans l'ufologie, eh ben, elles rassemblent, et vous, que ce soit Isor à Toulouse, que nous saluons, oui. Vous êtes toutes très sympathiques. Merci. Et vous avez le don de la communication que nous, on n'a pas forcément les hommes. Hein. Moi, le premier, vous avez le don de réunir toutes les tendances. On est une équipe. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien de le faire. Quoi. Et franchement, c'est comme ça qu'on peut avancer. Et c'est bien que chacun ait sa spécialité, son domaine. Voilà, chacun met sa contribution. Oui, Marc. Et vous, le repas ufologique, non seulement vous permettez aux témoins de s'exprimer, aussi à nous sur nos recherches, et puis après des experts. Hein, des experts plus pointus, quoi, hein, des gens aussi plus people, on va dire, hein, Jean-Claude Bourret, par exemple, des gens qu'on peut saluer aussi de par son travail, parce que franchement, il s'est bien mouillé au niveau des ovnis. On aimerait bien que des journalistes, à l'heure actuelle, s'inspirent de Jean-Claude Bourret sur ça. Et que ces histoires-là, ce sont des histoires sérieuses. Et si on prend les déclarations du sénateur du Nevada, Harry Reid, il dit bien que ces choses sont réelles et qu'en mer, on ferait pas mal de s'en occuper, ça peut être un véritable danger. Parce que si ces choses sont hostiles, comme le disait David Fravor, le pilote du Nimitz, qui a révélé juste un des témoignages, qui a poursuivi l'une de ces choses, ils disent bien, nous sommes impuissants. Voilà, ils étaient décontenancés devant la rapidité aussi, des vitesses qui sont inimaginables pour nous.
Ah oui, puis les manœuvres exécutées, les jets positifs, les jets négatifs, les pilotes, comme Jean-Gabriel Grellet pourrait s'exprimer beaucoup mieux que moi, parce qu'ils étaient pilotes, que ce soit Jack Green de la patrouille de France, eux, ils savent ce que c'est, quoi. Oui. Et là, quand vous avez un engin qui monte en quelques secondes à 1000 mètres d'altitude ou quoi que ce soit, il faut pouvoir le supporter, quoi. C'est clair que... Donc voilà. Après, il y a des réalités. Et nous, on fait un certain travail. Emmanuel en fait un, moi j'en fais un autre. Et puis d'autres font d'autres travaux. Et c'est bien que Isa, et c'est bien que vous, les dames de l'ufologie, parce que vous êtes pas mal, Antonetta, qu'on salue aussi à Carpentras, Oui. c'est bien que vous ayez vous avez le don de savoir réunir les oppositions. Et au moins d'avoir un vrai débat, et pas un dialogue de sourds. Hein, Non, voilà, les sceptiques ont quelquefois raison. C'est Et Nick intéressant. Pope, dans mon livre, Nick Pope a mis un truc qui m'a fait plaisir dans mon livre, dans la préface. Il a dit, vous savez, les sceptiques ont besoin d'avoir raison tous les jours. Oui. Et les believers, les croyants, ont besoin d'avoir raison qu'une fois. J'ai Parce que ça bien aimé, ouais, c'est excellent. Ouais. Ça, j'ai aimé. Ouais. Et ça, Éric Zurcher le dit, hein, quand on a vraiment une observation, quand on a fait une observation, on ne doute plus. On le sait, il n'y a plus la place au doute. Alors que bon, bah, si Oui, on voilà, n'a c'est jamais rien observé, on est toujours en train de se dire, mais ça existe pas. Voilà, quand on... C'est humain. En même temps, c'est vrai que c'est humain. Ouais, c'est humain, c'est normal. En tout Et cas, nous, on est là justement pour dire aux gens, bah, attendez, ce ne sont pas des fables. Après, dedans, les interprétations, il faut se méfier. On ne sait pas vraiment l'origine. C'est ça qu'il faut se méfier. Mais l'inexpliqué, il est sur la planète, c'est sûr. c'est sûr. Bah, c'est pour ça qu'on est là. En tout cas, merci à vous deux. Merci pour votre participation. Et je vous souhaite bonne continuation dans vos travaux. Que tout se passe bien pour vous et que la reprise ne vous freine pas. Continuez à nous aider à comprendre les choses. Une fois qu'on a mis le pied là-dedans, on ne peut plus laisser tomber. Oui, j'ai l'impression. Je crois que C'est c'est pas ça. possible. On ne peut pas faire comme si on ne savait pas, comme si on n'avait rien vu, comme s'il n'y avait rien. Non, c'est clair qu'on... Et c'est vrai ce que dit Emmanuel, tu sais, à des fois on est découragé, on est fatigué pour dire oh, il y en a marre de ça, parce qu'on est humain, quoi, des fois on se lasse, on arrive à se lasser de cela. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un truc qui te pousse dedans. Ah, bah voilà. Parce que tu écoutes une personne Comme ou si- un documentaire, tu retombes dedans. Comme si gentiment, par derrière, il y a le vent qui pousse. Le vent qui nous pousse Oui, en avant. et on vient voir toi à la laisse, là, reviens. Ouais, merci Sylvain et Emma, merci beaucoup. Je vous embrasse fort et puis à une prochaine fois alors. Nous aussi, À bientôt. Isabelle. Au revoir. Au revoir. Quand t'es là-dedans, t'as envie de décramponner, quoi. C'est clair. J'allais, le chapeau, je vais faire le vide. Et là, carré. Ça revient. Mais c'est énorme. Ouais. Bon, Comme ça. c'est au top.